en entend parler tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment où elle va? Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse qui vient un peu secouer les certitudes. Alors, c'est parti. On va commencer par la question qui fâche un peu. L'Europe dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment celle qui avait été imaginée au départ? Est-ce que le rêve est devenu réalité? Pour bien comprendre où on en est, il faut faire un petit retour en arrière. C'était quoi l'idée de base, le grand projet qui a mis tout le monde d'accord au début de la construction européenne? Le mot-clé à l'époque, c'était la convergence. L'idée, c'était simple, que tous les pays membres allaient petit à petit se ressembler, devenir plus similaires, un peu comme des musiciens qui accordent leurs instruments pour jouer la même partition. Bon, ça, c'était l'idée sur le papier. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce que nous disent les chiffres? Eh bien, ils racontent une histoire bien différente, celle de pays qui, au lieu de se rapprocher, sont en fait en train de s'éloigner les uns des autres. Allez, on commence par le plus visible, le plus concret, l'économie. C'est là qu'on observe la première grande fracture, une vraie ligne de partage. Pour mesurer ça, il y a un outil tout simple, la balance commerciale. En gros, on regarde si un pays vend plus de choses à l'étranger qu'il n'en achète. C'est un peu comme le bulletin de notes de son industrie. Plus tu exportes, meilleure est ta note. Et quand on regarde ce bulletin de notes, le résultat est assez clair. L'Europe est littéralement coupée en deux. D'un côté, on a un noyau dur de pays avec une industrie très puissante qui exporte beaucoup, et de l'autre, des pays qui ont vu leurs usines fermer et qui sont en difficulté. Ok, mais alors, comment on explique un fossé pareil? Pour le sociologue Emmanuel Todd, la réponse n'est pas à chercher dans l'économie d'aujourd'hui, mais bien plus loin, dans l'histoire. Selon sa théorie, les pays qui réussissent le mieux aujourd'hui seraient ceux qui, historiquement, ont appris à lire et à écrire bien avant les autres. Mais ce n'est pas tout. Ça viendrait aussi de traditions familiales qui ont encouragé la transmission des savoir-faire techniques de père en fils, de génération en génération. Bien sûr, ces divisions économiques ne restent pas que des chiffres dans un tableau. Elles se répercutent très concrètement dans la vie des gens, au quotidien. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. L'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Regardez bien l'écart, c'est énorme. Pendant qu'en Suisse, les prix ont augmenté de 6%, dans certains pays de l'Est, ils ont flambé de plus de 30%. Le coût de la vie n'évolue pas du tout au même rythme pour tout le monde en Europe. Et ça nous amène à une idée assez paradoxale, presque dérangeante. Certains pays européens deviennent de plus en plus riches, mais en même temps, leur population diminue. Les jeunes partent chercher du travail ailleurs et on y fait de moins en moins d'enfants. Mais la fracture la plus profonde, ce n'est peut-être pas l'argent ou la démographie. C'est peut-être dans nos têtes. C'est une fracture des idées, des valeurs qui nous rassemblent. Pendant très longtemps, il y avait deux grands piliers qui structuraient nos sociétés, la religion et l'appartenance à une classe sociale, comme la classe ouvrière. Ces deux grands repères collectifs se sont effondrés. Quand il n'y a plus de grandes croyances pour nous guider, ça crée une sorte de vide. Et ce vide, certains philosophes lui ont donné un nom, le nihilisme. C'est ce sentiment que plus rien n'a vraiment de sens, plus rien n'a de valeur. Et quand on ne croit plus en rien, la tentation peut être grande de tout rejeter. Bon, alors, on en tire quoi de tout ça? Le point principal, c'est que l'Europe ne serait pas juste en crise, elle serait en pleine transformation. C'est comme si on naviguait dans un nouveau monde, mais avec les cartes de l'ancien. Elles ne sont plus à jour. Cette analyse, qu'on soit d'accord avec ou pas, a le mérite de nous forcer à nous poser des questions essentielles. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui unit vraiment un jeune de Paris, de Varsovie ou de Lisbonne, à part le fait d'utiliser l'euro? Une autre question tout aussi importante, ça veut dire quoi la réussite pour un pays? Est-ce que c'est juste une question de richesse économique, même si sa population diminue et qu'il se vide de ses habitants? Et enfin, la question la plus complexe, le défi ultime, si les anciens repères comme la religion ou les classes sociales ont disparu, sur quoi peut-on construire un nouveau vivre ensemble? Comment recréer un sentiment d'appartenance commun? Avant de se quitter, il y a une règle d'or à toujours garder en tête. Il faut apprendre à faire la différence entre les faits, les données chiffrées qu'on peut vérifier, et les hypothèses, c'est-à-dire les théories qu'on propose pour expliquer ces faits. D'ailleurs, cette règle s'applique aussi à tout ce qu'on vient de se dire ici. L'objectif n'est pas d'apporter des réponses toutes faites, mais plutôt de donner des clés pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Alors, quels arguments ont semblé solides? Lesquels méritent d'être discutés? La réflexion est ouverte.